Bienvenue pour cette conférence du Cercle Marketing Direct sur le thème du psychomarketing à la manipulation douce. Comment changer les comportements des consommateurs? Alors cette conférence sera l'occasion d'évoquer l'apport des neurosciences pour observer les mécanismes d'actes d'achat et mettre en place des solutions marketing adaptées. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Ciarli, directrice de l'agence Coromandel, et Henri Kaufmann, président du Cercle Marketing Direct, blogueur, éditeur, auteur de nombreux ouvrages. Nos deux intervenants sont d'ailleurs co-auteurs d'un livre à paraître d'ici quelques semaines qui s'intitule « Psycho et neuromarketing, la manipulation douce ». Bonjour, après ce déjeuner, j'espère que la manipulation douce sera bénéfique pour votre digestion. Et donc, on va passer une heure avec Marion pour vous expliquer comment on est passé de la manipulation hard, difficile, à la manipulation douce via le psychomarketing et le neuromarketing. Donc, dans une première partie, ce sera un petit peu théorique, parce qu'on va vous parler des cerveaux, des cerveaux, puisqu'on a plusieurs cerveaux. Vous ne saviez pas, mais on en a 3. Et je ne parle pas des lobes et des hémisphères, 3 cerveaux, je ne vais pas déflorer ce qu'on va vous dire. Les hormones, les neurones, etc., pour ensuite passer à des choses beaucoup plus pratiques. Alors avant de démarrer, moi j'ai l'habitude, quand je fais une conférence aussi importante, et d'ailleurs je vous remercie d'être si nombreux, c'est que dans le métro, il m'est arrivé vraiment quelque chose qui a trait à la manipulation douce versus la manipulation hard. Donc j'étais dans le métro et en même temps que je rentre dans le métro, il y a une mendiante que je connais d'ailleurs, parce qu'elle est toujours sur ma ligne, qui arrive d'une manière très agressive. « Ouais, je voudrais un petit restaurant et tout ça, oui, les riches, machin. » Enfin, extrêmement agressive. Évidemment, personne n'a donné. Et du coup, elle a insulté les voyageurs. Bon, et évidemment, personne n'a mis la main à la poche. Et à côté de moi, il y avait un guitariste, donc qui était stoppé dans sa musique, très sympa, avec un petit chapeau et sa guitare, et qui commence à dire, bah, écoutez, je vais vous jouer une chanson que j'ai écrite très récemment, et qui s'appelle « Été 14 ». C'est en hommage à cet été où il a beaucoup plu. Et d'ailleurs, cette chanson, elle est déjà sur YouTube. Et si vous voulez, demandez-moi, je vous donnerai un petit papier sur lequel est écrit le lien. Et donc, il a commencé à jouer et c'était merveilleux. Et parce qu'il disait, alors je ne vais pas vous la chanter, mais comment ça recommence, comme en 14, il pleut, etc., etc. Et bon, d'habitude, je ne le fais pas, mais là, c'était tellement bien que je lui ai donné 1 euro et il m'a donné un bout de papier que je vais vous montrer. Ah, tout à l'heure, je l'avais dans ma poche, mais on me l'a volé, c'est pas possible. Là, voilà, il est avec mon ticket de vestiaire, donc c'est normal. Voilà. Bon, ça coûte rien, mais ce gars, il a fait de la manipulation douce. Il a fait du storytelling, il a pris les gens en douceur, il leur a donné de l'information, il leur a donné de la musique, il leur a donné du bonheur pendant quelques stations. Et il s'appelle Soleil Cassé, c'était, j'imagine, son site, Pierre Collat. Voilà. Donc c'est vraiment un exemple typique de manipulation douce. Et dans une vie antérieure, j'étais directeur général d'un éditeur qui était filiale de La Redoute. Et là, presque par hasard, je me suis rendu compte de la force des mots et que souvent, un mot pouvait tout changer. Et ce qui m'est arrivé, c'est que à l'époque, on vendait des livres donc par correspondance et les clients découpaient des bons de commande dans la presse. Et sur ces bons de commande, il s'était marqué, il fallait qu'ils signent leur commande et il était écrit « signature obligatoire ». Très bien. Et on se rendait compte qu'à peu près 15% des bons de commande n'étaient pas signés.
Alors on envoyait quand même les bouquins, mais quand il y avait un litige, alors le gars disait bah non, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas commandé, c'est pas moi, etc., etc. Donc il y avait vraiment un problème avec ce signature obligatoire. J'ai dit, on va quand même changer la formulation, et j'ai écrit désormais, non plus signature obligatoire, mais signature indispensable. Bien, tenez-vous bien, le taux de bonnes commandes non signées est passé de 15% à moins de 5%. Un mot. Un mot. Autre anecdote où un mot peut tout changer, c'était les relances de paiement. Alors vous savez, quand on ne paye pas dans ce métier, il y a une première relance, une deuxième, une troisième, de plus en plus agressive, mais en général, les rendements ne sont pas très bons. Et là aussi, à un moment donné, j'ai dit non, il faut quand même réveiller les clients, et je leur ai envoyé j'ai testé 2 lettres qui ont eu un impact extraordinaire. Le premier, je leur disais, vous ne répondez pas à mes lettres, mais ce n'est pas la peine de faire le mort. Et aussitôt, j'ai eu une avalanche de lettres, et certaines d'insultes, d'autres, mais non, je vais vous régler, etc., etc. Et ce qui était important dans ce métier, c'était de renouer le contact, et ça a très bien marché. Une autre lettre avec un autre argument qui a fait mouche, c'était de dire, écoutez, monsieur le client, mon comptable vient de mettre sur mon bureau votre dossier sur lequel est écrit en lettres rouges « mauvais payeur ». Et là aussi, ça a eu un impact formidable. Bon, donc, quelques anecdotes étant dites, on va peut-être commencer les slides. Non, trop vite. Alors, il se trouve que Marion Serly, donc, et moi-même avons écrit un livre. Alors, ce livre, malheureusement, il devait plus ou moins être prêt pour aujourd'hui, mais il n'est pas prêt. Il va sortir dans 15 jours. Enfin, on est en train de mettre le point final. Enfin, il y a plusieurs points finaux, d'ailleurs. Oui. Alors, ce livre donc, s'appelle « Psycho et neuromarketing, la manipulation douce ». Et c'est le président de la FEVAD, donc François Monboise, qui nous a fait l'honneur de préfacer ce livre. Et donc, dans ce livre, assez épais, 250 pages à peu près, bon, vous aurez plein d'astuces sur le psycho et neuromarketing. Pardon ? Oui, aujourd'hui, tous les bouquins sont papier et e-book, alors surtout chez l'éditeur qui est Kawa. Alors c'est pratique parce que je suis aussi directeur de collection. Donc je me suis auto-édité. Bon, mais Marion veille au grain quand je fais des erreurs. Et oui, il sera en e-book. Alors, un petit peu en décalé, parce que qu'est-ce qui se passe ? On prend le texte, on le met en e-book, mais aussi il faut faire en sorte que tous les liens interactifs fonctionnent, etc. Donc ça prend une quinzaine de jours, mais il est d'abord en papier. Alors, là, il y a un article qui a disparu. Ah non, il n'a pas disparu. Alors, oui, le manipulateur n'est pas celui qu'on croit. On se dit, c'est le publicitaire qui me manipule, c'est le commerçant qui me manipule, mais avant toute chose, c'est votre cerveau qui vous manipule. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un magasin, par exemple, eh bien, votre inconscient sait déjà que vous allez acheter ou que vous n'allez pas acheter. Et vous avez l'impression que c'est vous qui prenez la décision, mais l'inconscient a déjà pris la décision. Donc, quelque part, vous êtes esclave, c'est d'où ce collage de street art, vous êtes esclave de votre inconscient et vous faites souvent des actes manqués. Bon, ben c'est l'inconscient qui les fait à votre place et vous dites « Ah zut, vraiment, j'aurais dû m'abstenir de faire ça aussi. » Alors, en fait, le cerveau, il est extrêmement réactif. Hein. En combien de millièmes de seconde ? 230 millièmes de seconde. 230 millièmes de seconde, il réagit à une impulsion, un stimulus, etc. Bon, donc ça c'est extrêmement rapide. Et il faut quand même 7 à 10 secondes pour prendre une décision. Alors comment ça se fait que c'est si long alors que le cerveau réagit si vite ? Oui. Le cerveau, il a très très peu de temps pour accepter l'information qui arrive et la traiter. Et il se passe plein de choses qu'on va découvrir dans les minutes qui viennent jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on est en train de prendre une décision. Et il y a un délai de 7 secondes
entre le moment où les informations sont arrivées au cerveau, le cerveau les a traitées et ensuite on arrive à avoir conscience qu'on est en train de prendre une décision. Est-ce que c'est pas pareil que quand on appuie sur la queue d'un dinosaure, avant que ça arrive à la tête, ça prend... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais ça peut se rejoindre puisque la perception sensorielle en fait partie. Ah, d'accord. Bon. Alors, avant les neurosciences, on parlait de phrénologie. Et je me suis dit, tiens, chez moi, j'ai une statue, celle-là que j'ai photographiée hier. Et en fait, je me suis rendu compte que cette statue, c'est presque une œuvre d'art d'un certain Helen Fowler. En fait, Helen Fowler, c'est le fabricant de cette statue. Et on voit sur ce cerveau, alors j'ai noté les zones. Donc, mais tout ça est complètement bidon. Parce que selon vous voyez le dessin, vous avez la zone du langage, de l'intuition, du sens critique, de la sympathie, de la persévérance, de la circonspection. Qu'est-ce que tu en penses, Marion? Bon, c'est plus ça du tout maintenant. Non. Ben, il y a une époque où on étudiait, au début du 19e, le cerveau par sa forme. Et on disait, j'ai la bosse des maths. Exactement. Voilà. Donc, c'était les premières mesures. Exactement. D'ailleurs, je vais vous apprendre un mot peut-être que vous ignorez, c'est que ces gens qui étudiaient la forme du cerveau, cette discipline s'appelait la morphophysiognomonie. Morphophysiognomonie. Bon, moi-même, j'ai fait de la graphologie, et donc, par le fait, je me suis intéressé à la morphophysiognomonie et aussi aux lignes de la main. Bon, c'est des disciplines relativement intéressantes. Alors, aujourd'hui, avec le neuromarketing, on est un peu plus sérieux ou un peu plus, je dirais, on est dans le réel avec des zones du cerveau qu'on a détectées comme étant des zones qui s'activent quand il y a un stimulus. Par exemple, le plaisir active, vous voyez, une certaine zone. La reconnaissance des objets familiers, la curiosité, etc., etc. Donc tout ça, là, c'est plus de la théorie et c'est plus des bustes comme on a vu tout à l'heure en phrénologie. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Alors, avec un point quand même important, c'est que c'est par l'IRM, donc l'image de résonance magnétique, hein, le scanner, qu'on voit ces zones qui réagissent, avec quand même un bémol important, c'est que, tenez-vous bien, le scanner utilisé à des fins marketing n'est pas autorisé en France. Donc quand on veut faire des études marketing avec scanner, il faut aller soit en Belgique, soit aux États-Unis, etc. Bon, en France, ce n'est pas utilisé pour une raison apparemment très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de scanners. Donc pour les vrais malades, il y aurait un problème. Enfin, quoique des fois les clients sont un peu malades. Alors, maintenant on va parler, le cerveau, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des choses qui montent à son cerveau, qui montent vers lui. Non, trop vite. Des choses qui montent vers lui et des choses ensuite qui descendent vers l'action. Et alors ici, c'est pas du tout un scanner, là c'est une œuvre d'art que je trouvais très sympathique, très bien faite. Donc sur la tuyauterie du cerveau, et on va voir dans quelques instants comment les 5 sens en particulier et les hormones, les neurones, etc., tout ça fonctionne. Alors, une application déjà extrêmement simple, c'est on analysait le parcours de l'œil sur un écran d'ordinateur. Alors, cette technique a été faite par une société qui s'appelle Netway, et je vous encourage beaucoup à aller voir le blog de Netway, parce qu'il y a des mines de renseignements dans ce blog. Et ce sont des gens fort sympathiques. Et donc, Netway a analysé comment se passait la lecture d'un écran d'ordinateur sur un bureau. Alors, vous voyez, d'abord, l'écran, il est relativement incliné, donc, mettons, 110, 120 degrés, et la tête n'est pas tout à fait dans l'axe du buste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la personne regarde l'écran? C'est qu'il y a des zones qu'elle voit et des zones qu'elle regarde. Et pour regarder, il faut faire un petit effort. Et en particulier, pour regarder le haut de l'écran, il faut faire un effort avec
enfin, qu'il faut qu'on lève légèrement la tête. De même qu'il faut regarder le bas de l'écran. Et donc, il y a une zone de confort qui est la zone verte, qui est ici, qui est la zone où spontanément l'œil va explorer les informations. Et si vous mettez des informations dans la zone rouge, qui est la zone d'inconfort, qu'on appelle aussi la zone aveugle, eh bien, le client, le prospect, va devoir faire un effort pour aller dans cette zone. Et qui dit effort, dit, une fois sur deux, il ne le fait pas. Donc, si la promo ou si le bon de commande est dans cette zone, vous perdez des clients forcément, automatiquement. Alors, conséquence aussi, c'est que Netway a étudié par eye tracking donc les zones les plus favorables, les zones optimum pour mettre l'information. Et ils ont trouvé sur un écran ce qu'on appelle le sweet spot. Alors le sweet spot, pour les golfeurs, c'est l'endroit du club où, quand on tape dans la balle, il y a un bruit génial et la balle va le plus loin possible. Sur un écran, c'est pareil. Quand vous mettez l'information dans ce sweet spot, alors il y en a deux, là, il n'y a que la partie gauche, il y a le même sur la partie droite, eh bien, c'est là où disons, il faut mettre les informations les plus précieuses, soit la promo, soit le bon de commande, etc. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est que moi, je suis un adepte du nombre d'or et des proportions, etc. Et cette zone obéit aussi à la dialectique du nombre d'or. Alors, justement, on parlait d'IRM. J'ai assisté à une conférence tout à fait étonnante de chercheurs qui ont analysé une maquette de film de publicité pour la soupe Campbell. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis, alors c'était en Belgique, ils ont mis une douzaine de personnes dans des scanners et ils ont, devant leurs yeux, fait passer le film qui durait 30 secondes et milliseconde par milliseconde, ils ont analysé, les personnes il y avait plein de capteurs sur eux et dans le cerveau, ils ont analysé beaucoup de données. Et là, par exemple, vous avez la courbe de l'impact de l'attention. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez que ça... Alors, c'était très intéressant. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir le film, mais cette attention était liée à la musique, liée aux ambiances de couleurs, c'est-à-dire nuit ou jour. Le thème de ce film, c'était une famille d'enfants. Et on voyait les enfants qui avaient faim et qui tapaient sur la table en disant « j'ai faim, j'ai faim ». Avant qu'on leur amène leur soupe favorite. Et donc, on voit qu'il y a chaque fois qu'il y avait un changement de lumière, par exemple, la tension baissait, etc., etc. Et à la fin, quand on commence à parler, à montrer le packshot, le produit, etc., vous voyez, la tension baisse complètement. Alors, il y avait d'autres paramètres qui étaient suivis, qui étaient l'empathie, etc., etc. Bon. Ah ben voilà d'ailleurs, qu'est-ce qu'on cherchait? Donc comment, oui, une fois qu'on a la courbe d'attention, eh bien, où est-ce qu'on va mettre, puisque là on était sur la maquette, hein, autant profiter du fait qu'on est sur le pic d'attention pour mettre dire quelque chose ou mettre en valeur un produit ou une accroche. Comment éviter les décrochages? Bon, là, on s'était rendu compte qu'à un moment donné, il y avait un personnage qui rentrait qui n'était pas très sympathique. Bon, on se disait, oh, ben, ça passe. Mais non, ça ne passait pas. Et donc, à la limite, quand il a fallu faire le film réel, ben, il fallait changer de mannequin. Qu'est-ce qui fait que le pic d'attention augmente ou diminue, hein? Donc, on regardait à la milliseconde près qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui avait été montré. Alors, les valeurs de la marque, ça, c'est très compliqué parce que dès qu'on parle de marque, bien, en fait, ça n'intéresse personne. Bon, or, c'est quand même la marque qui paye, donc, et qu'il faut qu'elle mette en avant ses valeurs. Donc là aussi, quel est l'optimum dans les 30 secondes, le moment optimum pour mettre la marque, faire introduire la marque. Bon, les émotions, etc. etc. Alors, je mettrai les slides sur
sur SlideShare, et j'en ai déjà parlé sur mon blog, là, il y a 1 an et demi à peu près. Bon, là, il y a le lien interactif. Si vous faites avec mon nom Campbell une expérience de neuromarketing, vous trouverez tous les slides que j'ai pu photographier. Alors le psychomarketing, ce n'est pas tout à fait la même chose que le neuromarketing, parce que là, donc, on s'intéresse au changement de comportement, et en particulier pour nous, marketeurs, au comportement d'achat. Alors, il y a une différence. Alors, pour la perception, tu as une petite nuance, Marion, à dire. Là. La psychologie de la perception, elle est plus centrée sur la façon dont on va percevoir la réalité et la façon dont notre cerveau va la retranscrire et qu'on appelle des sensations. Parce qu'il peut y avoir un décalage entre la façon dont on perçoit notre environnement et donc des produits et donc des messages publicitaires et la traduction qu'on va en faire. Alors, là, c'est quelque chose, bon, je vais assez vite, mais vous aurez tous les détails dans le bouquin, c'est, je dirais, l'anaphore de la serveuse. L'anaphore, vous savez, c'est lors du débat Hollande-Sarkozy, c'était dans la bouche de Hollande, je serai ceci, je serai cela. Ben, là, c'est l'anaphore de la serveuse, c'est que si la serveuse veut un pourboire, il faut qu'elle répète la commande. Et si elle veut si elle est blonde, en plus, le pourboire augmente. Et si en plus elle porte une tenue rouge, le pourboire augmente encore. Et si mets la main sur le bras. Elle vous effleure le bras au moment de prendre la commande, mais d'une manière naturelle, comme ça en passant, eh bien le pourboire sera encore maximum. Donc si au restaurant demain, vous avez un serveur ou une serveuse que vous voyez teinte en blond et qui répète la commande, etc., vous direz peut-être qu'elle était à la conférence. Ou que... Voilà. Mais ça marche. Hein. Ça a été étudié par les psychologues, etc. Bon, ce n'est pas des fariboles. Et on a donc les 5 sens qui rentrent en action. Ah oui, les 5 sens, évidemment, sont mis en action. Bon, il y a la couleur des cheveux, il y a la couleur de la robe, il y a le toucher, etc., etc. Alors justement, tout à l'heure, on a montré un cerveau avec tous les tuyaux qui l'alimentent. Alors, d'abord, il y a les 5 sens qui sont les sens de la perception. Alors, vous allez voir que là aussi, il y a plus que 5 sens, contrairement à ce qu'on pense. Nous, on en a parlé dans le bouquin de 5 et 3 autres, qu'on va les présenter, je crois. Oui, on va scinder. Alors, c'est une façon un peu détaillée de dissocier différents aspects de la perception du réel, mais sachant que tout fonctionne en même temps. Ça, c'est important aussi de le redire, parce que quand on fait un descriptif comme ça des facteurs qui nous influencent en achetant, on a tendance à les décrire individuellement, mais aucun ne fonctionne tout seul. Oui, tous les sens fonctionnent simultanément. On ne peut pas les prendre un par un. Si vous êtes, enfin si vous n'avez plus de goût, plus de toucher, plus de sens du toucher, si vous êtes sourd, etc., et vous n'avez que la vue, eh bien vous perdez une grosse partie de la perception. Donc les 5 sens. Oui, alors les 5 sens vont du bas vers le haut, vers le cerveau, où là ils alimentent avec des messages le cerveau, qui ensuite fait redescendre. Alors là, c'est le boulot des hormones et des émotions, etc., qui conduisent à l'action. Alors, les 5 sens, bon, tout le monde les connaît, les connus, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. Bon, alors, il y a 3 autres sens que la plupart du temps on néglige. C'est le sens de l'équilibre. Le sens de l'équilibre, c'est que quand il fait noir, par exemple, est-ce que... Bon, je vais vous raconter une anecdote. À la Fondation Vuitton, il y a une galerie, c'est derrière le magasin, rue Bassano, je crois. Et la galerie est tout en haut de l'immeuble. Et pour accéder à la galerie, il faut prendre un ascenseur
qui est tout noir. C'est-à-dire que le sol, les murs, le plafond, c'est du velours noir et on ne voit rien. Et c'est une hôtesse qui est aussi en noir, qui appuie sur le bouton et pendant peut-être 30 secondes, on monte dans le noir total. Et ben, je peux vous dire que quand on sort, on ne sait même plus si on a la tête à l'envers. On perd complètement l'idée de la manière où... qu'est-ce qui s'est passé dans cet ascenseur? On n'en sait rien. Et si, il y a une chose qu'on essaye de faire, c'est de ne pas toucher l'hôtesse, parce que là, c'est... mais on ne sait pas où elle est, de toute façon. Alors, donc, la proprioception. Alors ça, c'est aussi un sens qui est extrêmement intéressant pour les golfeurs. Là, je reviens au sweet spot, parce que c'est la sensation qu'on a de son corps dans l'espace. Alors, comme vous savez, tous les mouvements sportifs, et le golf en particulier, c'est très compliqué de faire le mouvement au centimètre près. Bon, ça, c'est la proprioception qui rentre en ligne de compte. Bon, le sens du temps aussi. Comme vous le savez peut-être, c'est que quand on a peur ou quand on est stressé, le temps s'écoule plus lentement. Quand on est heureux, le temps s'écoule plus vite. Bon, donc aussi, c'est peut-être des choses dont il faut tenir compte quand on fait du commerce. Et surtout, on insiste beaucoup, c'est que non seulement les sens jouent ensemble, mais ils jouent avec la mémoire qui est stockée dans votre cerveau. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous prenez, c'est des décisions de l'instant, filtrées par vos souvenirs, et même plus, par les souvenirs de vos grands-parents, de vos parents ou de vos grands-parents, qui restent stockés en mémoire dans les gènes. Alors là, on l'a vu. Alors c'est marrant parce que... Il manque un morceau. Il manque un morceau, donc... ah oui, alors la vue. Bon, on a essayé de faire très brièvement, et dans le bouquin ça sera beaucoup plus détaillé, les qualités des couleurs. Parce que les couleurs sont pas anodines. Et dans les ventes, vous le savez tous aussi bien que moi, sur les sites, sur les dépliants, sur les packaging, sur les logos, les couleurs ont une fonction extrêmement importante. Alors, le bleu, voilà, tu vas trop vite là. Le bleu, sérénité, force. Je vois pas ce que c'est. Le vert. Le vert. Bon, le vert, oui, ça c'est bien connu, c'est la santé, le développement durable. Les bouteilles de lait avec la bouteille verte, évidemment, c'est du lait bio. Jaune. Le jaune, intellect, vivacité d'esprit et froid aussi. C'est un peu ambivalent, le jaune. Alors, ce qui est très curieux, c'est que McDo a un logo jaune. Pourquoi? Pour faire peur. Pour faire peur. Il est devenu vert. L'orange, alors ça c'est une couleur chaude, conviviale, elle est associée beaucoup au loisir. Le rouge, dynamisme, séduction, hein, c'est la robe rouge de la serveuse du restaurant. La passion, l'énergie. Donc si vous avez un logo à faire, hein, si vous êtes dans ce registre, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Ah oui, alors, mais le rouge n'a aucune influence sur les taureaux. Hein. La cape est rouge uniquement pour que les spectateurs la voient bien, mais le taureau ne voit ne décode pas les couleurs, et lui ce qu'il voit c'est que ça bouge et il fonce sur tout ce qui bouge. Mais que ce soit rouge ou bleu ou gris, ça c'est pareil. Le violet, intériorisation, spiritualité, créativité, c'est pas par hasard que les cardinaux sont en violet aussi. Et ensuite, le gris. Ah, le gris, oui. Maîtrise, sobriété. Bon, ça, c'est l'apaisement, c'est un peu la fin. Alors, les couleurs qui font vendre. Alors, là, je découvre le slide parce que c'est une surprise que m'a fait Marion. Ça, c'est juste un exemple de couleurs qui peuvent être trompeuses. On voit souvent des boutons pour inciter sur un écran un prospect ou un client à manifester son intérêt en appuyant sur un bouton jaune. En fait, inconsciemment, le jaune, on l'associe au danger. Donc, ça peut aussi raccourcir le temps de navigation sur un site parce qu'on a un stress qu'on n'arrive pas forcément à définir et puis on va raccourcir son temps de navigation parce que le jaune n'est pas très rassurant. Et il y a certains sites qui sont passés au bouton vert, sachant que c'est le bouton bleu qui va générer le plus de confiance et l'orange qui va donner le sentiment qu'il faut faire vite pour avoir la bonne affaire. Et pourquoi on a un bouton vert là?
C'est une erreur du concepteur? Non, d'abord, il remplit complètement sa fonction incitative parce qu'il est isolé, il est sur un fond blanc, et au contraire, il est rassurant et on n'a pas l'impression qu'on va être précipité dans une décision qu'on n'a pas prise en appuyant sur le bouton actif de couleur vert. D'accord. Alors l'influence des couleurs, bon, ça, c'est assez connu cette image où on voit sur donc un certain nombre de couleurs, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert et blanc. La qualité intrinsèque de la couleur et à droite, sur la partie droite, tous les logos qui sont plutôt de la couleur en question. Vous voyez par exemple le bleu, c'est Dell, c'est JP Morgan, c'est HP, c'est Facebook, IBM, voilà. Donc, quand vous faites un logo, essayez d'avoir ça sous les yeux pour dire, moi je me situe plutôt dans tel secteur ou tel autre, pour éviter des contresens. Alors, là on a parlé des sens visibles, mais il y a aussi souvent des choses qui sont invisibles. Alors, il y a le fameux problème qui revient en permanence des images subliminales. Alors, en fait, c'était une escroquerie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les années 1970, il y a un publicitaire qui avait une boîte d'études qui a voulu se faire de la pub et qui a prétendu que dans un cinéma, il avait fait passer des images subliminales dans le film qui disaient, sans que les gens le voient, puisque c'était des images qui passaient à millisecondes, qui ne duraient qu'une milliseconde, c'était buvez du coca et mangez des pop-corn. Et il avait dit que les cours de progression étaient extrêmement importantes sur le coca et sur le pop-corn. Donc tout le monde s'était emballé sur cette nouvelle méthode de publicité subliminale. Puis ensuite, les gens ont dit, mais enfin, on est en train de nous manipuler à l'insu de notre plein gré, c'est dégueulasse, ça ne va pas du tout. Bon. Et les publicitaires qui étaient au début extrêmement ravis de ce nouveau support ont demandé, il s'appelait Vicari, ont demandé à ce gars qui était aux États-Unis de refaire l'expérience, mais cette fois d'une manière scientifique. Et évidemment, les résultats n'étaient pas là au rendez-vous. Et il a avoué qu'en fait, il avait trafiqué les chiffres. Donc, tout ce qui est subliminal en termes de vente, bon, ça n'existe pas. Cela dit, pour préparer ce livre, j'ai acheté plein de bouquins. Et là, je suis tombé sur un bouquin de gauche. C'est comment votre inconscient change votre comportement, d'un Américain qui a un nom d'ailleurs russe imprononçable, puisqu'il y a 2 consonnes qui suivent, Mlodinov. Voilà. Et un jour, en tournant le livre d'une certaine manière vers le soleil, j'ai vu qu'il y avait des mots écrits. Alors vous voyez, je les ai photographiés. Alors c'était pas très, très simple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit psst, ici, oui, sexy, achetez ce livre, etc. Autrement dit, il y a un vernis partiel qui fait que quelque part, alors je ne sais pas si ça a fonctionné, mais enfin c'est drôle que sur un livre sur les changements de comportement, il y ait cette image subliminale. Alors, à propos de subliminal, est sorti il y a 1 an, et je vous encourage à aller voir cette application, l'application Powatag. Powatag, c'est quoi? Ça permet d'acheter directement en scannant sur une affiche, une annonce ou un flyer, le produit qui est présenté. Donc, il suffit d'avoir enregistré auparavant son adresse physique de livraison et sa carte bleue, c'est un peu comme Amazon, pour que les clients qui utilisent Powatag peuvent commander quoi que ce soit, où que ce soit, dans le métro, dans la rue, etc. Et ce qui est intéressant, bon, ça c'est pas du subliminal, c'est du print, c'est visible. Mais ce qui est intéressant, c'est que Powatag a pensé à envoyer dans des publicités qui passent à la radio ou à la télé des ondes qui sont incluses dans le spot de pub
et ces ondes ne sont audibles que par le micro de votre smartphone. Autrement dit, si vous voyez une pub pour un produit et que quelque part, alors je ne sais pas trop comment ça marche, vous savez qu'il y a cette pub qui est dedans, vous ouvrez votre smartphone, vous voyez ici qu'il y a ces ondes et on vous dit quel est le produit et vous pouvez cliquer pour acheter le produit qui passe à ce moment-là sur l'écran de télé ou au cinéma. Voilà. Donc c'est du subliminal qui est... comment dire, on n'est pas pris en traite puisque c'est le client qui le déclenche. Alors aussi, la vue est, disons, est très... Il y a beaucoup de traîtrise dans la vue. Et alors vous voyez, ça il se trouve qu'avec un ami créatif, on a fait une exposition de tableaux il y a 1 an sur le thème du 2D, 3D. Alors vous voyez, ici c'est très simple, il y a un cube dans un autre cube. Alors si vous regardez bien, vous voyez que ce qui est en creux, à un moment donné, se transforme en plein. Et donc, en fait, vous pouvez avoir, en regardant ça, 4 dessins différents. Vous les voyez? Non, il ne les voit pas. Damned. Alors ici c'est le fameux escalier de Escher. Vous savez, les escaliers qui montent toujours alors qu'on revient au même endroit. Donc c'est un hommage à Escher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les cubes aussi peuvent être vus en plein ou en creux. Et quand on a fait ce dessin, qu'est-ce qui est apparu au milieu? C'est une étoile. Bon, qui n'était pas prévue, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le subliminal. Alors, Louis, qu'est-ce qu'on peut dire sur Louis? Louis, on ne va pas vous expliquer comment fonctionne la façon dont on entend, mais plutôt la façon dont on peut exploiter Louis en vente ou en marketing. On a plusieurs façons de toucher la sensibilité et l'attention de quelqu'un, soit par les mots qu'on utilise, soit la façon dont on les utilise. Et la communication qui est dite phatique, c'est l'ensemble des mots qui ne sont pas des réelles conversations sur le fond, mais qui vont créer du lien avec la personne. Plus particulièrement, quelque chose qu'on exploite rarement en marketing, c'est notre tendance naturelle à la gentillesse et notre émotion positive face à un comportement gentil qui va nourrir aussi une action positive de notre part. Et donc Henri a photographié une ardoise dans un café où vous pouvez même faire des économies si vous prenez la peine de dire s'il vous plaît en commandant votre café, parce que visiblement le personnel apprécie la politesse. Un petit truc d'ailleurs, quand vous êtes en négociation, ça aussi c'est prouvé scientifiquement entre guillemets, c'est qu'il vaut mieux parler à votre interlocuteur dans son oreille droite que en face ou que son oreille gauche. Et d'ailleurs, quand vous êtes en négociation, quand vous êtes sur une table, il vaut mieux être non pas face à face ou côte à côte, mais à 90 degrés. C'est la meilleure position pour être ni en séduction, ni en affrontement. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, la langue des oiseaux... voilà, une autre application sur la façon dont notre oreille fonctionne, c'est les jeux de mots et ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui sont tout ce que votre inconscient va entendre derrière les mots qui sont prononcés. Donc là, il y a une application qui est souvent utilisée dans le naming en cosmétique et parfumerie. Le parfum s'appelle Poème. L'inconscient peut aussi entendre que la peau aime ce parfum, par exemple. Et il y en a une multitude qu'on a mis dans l'ouvrage sur la façon dont on peut construire des messages qui vont aller chercher dans l'inconscient du client ou du prospect des émotions auxquelles on n'aura pas pensé au départ. Et que c'est très important aussi de construire les noms des produits, beaucoup plus qu'on ne pense. Le toucher. Donc ça, ce sont des savons. Le sens du toucher, il est extrêmement développé aujourd'hui dans les nouvelles technologies avec les écrans tactiles et avec un certain nombre de choses. Il est aussi en négociation, en vente, en comportement vendeur dans les points de vente.
C'est l'anecdote de tout à l'heure sur la vendeuse qui touche le bras. Il y a une façon de prendre l'ascendant ou d'être plus persuasif à partir du moment où le contact physique se produit, sachant qu'il y a quand même une proportion de la population qui supporte assez mal d'être touchée, parce qu'on passe à une sorte de périmètre de sécurité, d'intimité. De la bulle. Voilà. Mais ça reste quand même un moyen d'influence, en tout cas de persuader son interlocuteur. Si votre patron demain vous prend par l'épaule, attention, danger, parce que soit il va vous demander un effort supplémentaire, soit alors, bon, c'est un copain, mais bon, pas forcément évident. Et alors, le packaging, oui, les packaging produits, eux aussi, sont extrêmement importants. À gauche, c'est une confiture de fraises où le packaging lui-même a la forme de la fraise et le toucher de la fraise. Bon, inutile de dire que ça pulse les ventes un peu plus que le pot cylindrique habituel. Et à droite, c'est vraiment, là aussi, une expérience que j'ai vécue moi-même. Il y a ce bouquin d'Alice Fernet, qui vient de sortir d'ailleurs un nouveau roman récemment, qui s'appelle « La conversation amoureuse ». Et j'ai vu ce bouquin, qui était d'un format un peu inhabituel, et la couverture est en peau de pêche, très douce. Et quand on l'ouvre, les 2 premières pages sont d'un rouge vif, et les 2 dernières aussi. Autrement dit, le livre, c'est une espèce d'écrin. Bon, en plus, il y a cette illustration de dentelle qui est assez suggestive. Et donc, j'ai acheté ce bouquin. Effectivement, c'est une histoire d'amour, conversation amoureuse. Et il est extrêmement intéressant. Et après l'avoir lu, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et d'un seul coup, je regarde et je vois un bouquin qui s'appelle « La conversation amoureuse » de la même Alice Fernet. Un bouquin que j'avais acheté il y a 10 ou 12 ans, mais un bouquin normal, format normal, papier normal, tout normal. Et ce bouquin, je ne l'ai pas lu. Et là, je me suis dit, la manipulation douce, ça marche. C'est que sur moi en tout cas, cette couverture, bien que j'ai acheté les 2 bouquins, un, je l'avais lu, un, je ne l'avais pas lu, et l'autre, je l'ai lu. Voilà. Tu as acheté 2 fois. J'ai acheté 2 fois, mais ça m'arrive souvent. Ça. Bon. Alors, le prolongement du tactile, c'est tout le développement des technologies qui utilisent l'haptique, à savoir la vibration de votre smartphone. Mais bon, ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Là, vous avez des produits et ils s'en développent de plus en plus, et avec un prolongement important aussi sur les produits médicaux. Mais c'est une forme de communication silencieuse, mais extrêmement efficace, qu'on va voir apparaître de plus en plus souvent. Donc ça, c'est l'objet des produits connectés. Alors, dans le livre, là, évidemment, on n'a pas le temps, une petite heure de faire disons, de les aborder, mais il y a tout un chapitre sur la psychologie des objets. Autrement dit, les objets aussi ont une psychologie, c'est-à-dire que vous les achetez, puis à un moment donné, ils ont leur propre personnalité. Bon, appareil photo, stylo, chaussures, etc., etc. Et il y a aussi un grand chapitre sur la psychologie des maisons. Qu'est-ce qui se passe quand on achète une maison? Quelle est la relation qu'on a avec sa maison quand on fait des travaux, toute l'énergie qui est emmagasinée dans une maison qu'on achète et qu'on récupère, énergie positive ou négative. Vous savez, quand on achète la maison où il y a eu un suicide ou un décès brutal, la maison est chargée, comme on dit, et il est intéressant, si on connaît cet événement, de décharger la maison. Et il y a aussi la psychologie des lieux de vacances et autres. Voilà. Alors, on a, oui, le nez. Alors, le nez, c'est un piège. Alors, justement, moi, une fois, j'étais à San Francisco et depuis peut-être 10 jours, 15 jours, j'étais en manque de saucisses frites, ou de beefsteak frites, je veux dire. Et je rentre dans un mall et là, oh surprise, odeur de tarte aux pommes très forte. Alors, c'était un mall avec des mezzanines, imaginez ça, avec des centaines de magasins. Vraiment, je me suis vu comme un chien sur la piste. J'ai remonté le flux de tarte aux pommes au premier étage, c'était plus fort. Au deuxième, encore plus fort. Et au troisième, alors là, enfin, je vois la boutique d'où émanait ce parfum de tarte aux pommes. Je rentre, c'est une boutique de
de produits de cuisine et je demande à la vendeuse une part de tarte. Elle me regarde avec des yeux, alors je modifie mon accent et je lui dis I want it, je ne sais plus quoi. Et là j'ai compris que c'était un diffuseur d'odeur et que c'était simplement pour attirer les gens dans la boutique. Et d'ailleurs, à ce propos, à l'époque j'avais une agence et j'avais comme client Cuir Center. Cuir Center, vous vous souvenez tous, c'était le logo, on voyait une vache sur un canapé. Et ils vendaient, entre autres, des canapés en cuir, mais aussi des canapés en plastique, en sky, etc. Et je disais à mon client, le directeur marketing, quand on rentre dans ton magasin, ça sent le plastique, ça ne sent pas le cuir. Il faut mettre des diffuseurs. Bon, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont perdu des... Il nous reste 15 minutes. On a 15 minutes, mais c'est largement suffisant. On accélère. Ah, bon, d'accord. Un peu moins. Exemple rapide de produits conçus récemment pour envoyer des SMS parfumés ou pour vous réveiller avec l'odeur du pain grillé et du café tout prêt. Le goût, on va faire un peu vite aussi. Le goût est un des sens qui est le plus influencé par les autres. Donc vous pouvez avoir une perception différente de ce que vous mangez en fonction de l'environnement, de la lumière, de la couleur. Et ça a un impact très fort sur soit l'agroalimentaire, soit la restauration. Ce petit cœur sur la tasse de café, il est merveilleux. Donc rapidement, quelques expériences clients de restaurants où on n'a pas le droit de parler, de restaurants où on vous fait une ristourne sur l'addition si vous n'utilisez pas votre téléphone, et un bar sud-américain qui a inventé un verre qui ne peut pas tenir si vous ne mettez pas votre smartphone dessous. Comme ça évite de téléphoner. On va rapidement passer sur le top-down avec la mémoire et les émotions. Ce sont de vastes sujets, mais on va essayer de les aborder rapidement. On cherche beaucoup à mesurer la mémorisation des messages publicitaires, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et les émotions sont les plus déterminantes dans la façon dont on va acheter. Oui, alors sur les émotions, il y a plusieurs personnages qui sont intéressés aux émotions. Donc il y a d'abord Darwin, tu reviens un petit peu en arrière, vite fait. C'est les primaires. Oui, avec les émotions de base. Puis il y a des gens qui se sont amusés à combiner des émotions. Et donc tout ça est intéressant, au moins à savoir. Et aussi, ensuite, quand on fait des offres commerciales ou quand on est dans le service après-vente, il vaut mieux mettre à la réponse téléphonique des gens qui sont plutôt négociateurs que des aventuriers ou des agressifs. Bon, il y a des tests pour les définir. Alors, il y a un Américain qui s'appelle Plutchik. Sachant que les émotions qui font acheter, c'est les positives, hein, bien sûr. On ne vous donne pas le descriptif complet de chaque façon dont l'émotion se construit quand une personne est en train de consommer, mais les émotions incitatives sont les émotions positives. Ça, on pourra vous le mettre à disposition. Et le sujet des hormones, qui nous est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on l'évoque rarement. Les hormones ont un impact très fort sur notre émotion et elles fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez votre propre profil hormonal et vous avez des apports extérieurs qui vont modifier votre sécrétion d'hormones. En faisant du sport, par exemple. Donc, comme le disait Henri, on est classé uniquement en 4 cerveaux en fonction du profil hormonal qu'on a, les aventuriers, les casaniers, les décideurs et les négociateurs. C'est étonnant parce qu'on est nombreux sur la planète, mais visiblement, il y a 4 types de cerveaux quand on les analyse en fonction du profil hormonal. Et sachez que votre inconscient reconnaît le profil de la personne qui est à côté de vous, pas vous, mais votre inconscient est capable de dire s'il est en face d'un casanier ou d'un négociateur. Et en marketing, les applications les plus flagrantes qu'on a trouvées, c'est l'utilisation des hormones dans certains produits, notamment de simuler la sécrétion de certaines hormones du bonheur pour avoir bonne mine avec des cosmétiques. Et ce sont des sujets certainement qui sont en friche aujourd'hui en marketing. On a 2 autres cerveaux. On va passer rapidement. Le premier, parmi les 2 autres, c'est le cœur.
avec tout un système de neurones qui renvoient au cerveau au-dessus. Et l'autre cerveau, c'est dans l'intestin. C'est l'intestin. L'équivalent d'un animal de compagnie dans le ventre, en fait. Hein, autant de neurones que... C'est pas peine d'acheter un chien, alors. Et surtout, ce qui est important, c'est que même après avoir découvert ce genre de choses, parce que ça fait quand même quelques décennies, on pensait qu'on avait l'unité centrale qui commandait et des unités secondaires, et que la digestion étant très complexe, il y avait besoin d'un système secondaire pour s'en occuper. Mais pas seulement, parce que 95% de notre sérotonine est produite par l'intestin. Donc ça, c'est peut-être que les gens qui aiment bien les gâteaux, quand ils sont stressés, c'est là que ça se passe, parce que c'est une sensation de bien-être directe, en fait. Et alors, le troisième cerveau, c'est le cerveau mimétique, qui est sans doute un des plus importants dans la façon dont notre comportement peut être influencé par les marques et par l'achat. Parce que le neurone miroir guide notre existence dès qu'on est petit. On va apprendre à marcher en regardant des gens marcher. Et il se trouve que le neurone miroir a une influence sur notre comportement et largement exploité par les marques. On veut acheter ce que l'autre a acheté et, si possible, l'acheter mieux et moins cher. Voilà. Alors, il faut que l'autre reste... ça crée en fait un triangle du désir, c'est-à-dire que vous pensez que vous voulez un produit parce que le produit a des qualités qui lui sont propres. La plupart du temps, on veut quelque chose parce qu'on a vu une autre personne qui le possédait. Et c'est plus l'autre qui rentre en ligne de compte que le produit lui-même. Et ça, c'est un des ressorts les plus... c'est la jalousie, en fait. Voilà, une forme de jalousie. Tant que l'autre reste un modèle, ça va. Quand l'autre devient un rival, c'est plus compliqué. Donc, il faut que l'autre reste un modèle en publicité ou un modèle à persuader de faire des choses désintéressées et de s'engager personnellement pour secourir les autres. Voilà aussi une des manifestations du neurone miroir, c'est on bâille souvent en voyant quelqu'un bâiller. Et la conclusion de nos investigations, c'est que le corps et le cerveau fonctionnent pas l'un sans l'autre. Et là, il y a un phénomène artistique un peu particulier qui a interpellé des neuroscientifiques. C'est que la forme dans la fresque de Michel-Ange est la partie de la création d'Adam, la forme de Dieu en train de créer Adam et son environnement à la forme exacte d'un cerveau. Alors, peut-être rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là. Les on accélère, sinon il n'y a pas de questions. Très vite. Bon, il y a deux méthodes, la manipulation forte, intrusive, répétitive, qui ignore les besoins cachés des clients, qui manquent d'empathie, et la manipulation douce. Enfin, d'abord, oui, alors, la manipulation forte, c'est comme ça. Mais ça peut faire vendre. Ça peut faire vendre. Oui, ça peut faire vendre, mais pas longtemps. Bon, la manipulation douce, elle est attentive aux réflexes des consommateurs. Elle joue sur les réflexes qui existent depuis des milliers d'années, des millions d'années. Pas de bourrage de crâne, on est gagnant-gagnant, enfin, etc., etc. Et elle donne du plaisir aux clients. Alors, c'est plutôt comme ça. Ah ben, tu vas vite sur la... Bon, la manipulation douce, vous l'avez compris, elle ne prend pas les gens en traître, elle va dans le sens du poil, enfin, elle est idéale. Alors, c'est peut-être des choses à retenir, c'est qu'il y a un Américain, Robert Cialdini, qui a défini les 6 principes de l'influence. Et, bon, c'est un bouquin que j'ai lu, je ne sais pas, 20 ans au moins, et ce qui est très curieux, c'est que Amazon utilise mot pour mot ces 6 principes. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, le principe de... C'est quoi ça La réciprocité. Bon, la livraison gratuite, moyennant quand même 50 € par an. La continuité dans la cohérence, c'est quand on vous propose des produits de même famille que ceux que vous avez déjà achetés, quels que soient ces produits, ça peut être des bouquins, ça peut être des aspirateurs, ça peut être des produits de jardinage. L'imitation sociale, donc on vous dit, tous les gens qui comme vous ont acheté tel bouquin, ont acheté aussi tel bouquin, donc là on se dit, oh là là, c'est des gens comme moi, j'ai besoin d'ouvrir
mon champ d'exploration, ça marche extrêmement bien. Tout ça, vous l'avez vu. La rareté, quand Amazon vous dit qu'il n'y a plus que 3 bouquins en stock, bon, c'est pipeau, évidemment. Et quand on vous dit en plus, vous avez 3 heures, 22 minutes pour commander, vous l'aurez demain matin, c'est en fait, ils ont tout compris de la manipulation douce. L'autorité. Au départ, Amazon avait embauché des critiques littéraires pour proposer des livres, et un Anglais qui est venu, un mathématicien qui a bâti un algorithme en fonction de tout ce que vous aviez regardé sur Amazon, et on s'est rendu compte que l'algorithme était bien plus puissant que les critiques professionnelles, et ils ont viré toute cette équipe de professionnels. La sympathie, bon, etc. Enfin, sur Amazon, le client a toujours raison. Alors, on a fini là. Bon. Alors, vite fait. Il faut s'arrêter. Bon, il y a d'autres exemples. Vous les verrez sur les slides. Voilà. Finalement, la manipulation douce, on ne voit même pas le temps passer parce qu'on est heureux. On aurait été malheureux, ça aurait été épouvantable. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on n'a pas le temps. Bon, malheureusement, pas de questions. Nous n'aurons pas le temps pour des questions. Nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Henri Kaufmann demain pour une conférence à 16h pour ceux qui seront présents. Le propos était passionnant. Les objets connectés. Oui, demain sur les objets connectés. Merci pour votre présence.